On passe donc au dossier numéro 3. Ce dossier va nous permettre de parler des vomissements du nourrisson et de la gastro-entérite aiguë du nourrisson et de l'enfant. Alors, on vous dit de garde aux urgences, eh bien vous recevez Mathilde, âgée de 12 mois, pour vomissement depuis moins de 12 heures, et on vous demande quelles étiologies faut-il évoquer. Alors, les étiologies à évoquer devant des vomissements des nourrissons, ce n'est pas très compliqué, c'est un peu comme chez l'adulte, sauf qu'il existe certaines particularités qui touchent le nourrisson. Les vomissements du nourrisson, eh bien ça peut être des étiologies chirurgicales, et ça peut être des étiologies médicales. Alors, parmi les étiologies chirurgicales, eh bien, les principales vont être des causes d'occlusion digestive. Et les occlusions digestives du nourrisson, eh bien, ça va être comme chez l'adulte des occlusions sur bride, mais ça peut aussi être l'invagination intestinale aiguë et enfin des problèmes de malformation. Et puis, il faudra toujours évoquer de principe, même si c'est extrêmement rare chez le nourrisson, les problèmes de torsion d'annexe. Et, excusez-moi, une cause indispensable dans les occlusions aussi, évidemment, tout ce qui est hernie étranglée. Voici les causes chirurgicales donc à évoquer. Parmi les causes médicales à évoquer, eh bien là encore, rien de extraordinaire. Tout d'abord, il existe des causes digestives. Parmi les causes digestives, les deux à évoquer, ça va être la gastro-entérite aiguë et la deuxième cause, l'allergie aux protéines de lait de vache. Petite particularité propre à l'enfant. Puis, deuxième grande cause à évoquer, ce sont les causes infectieuses. Alors, dans les causes infectieuses, évidemment, il faudra évoquer la méningite, mais il faudra aussi évoquer toutes les infections, c'est-à-dire ORL, pulmonaire, etc., etc. Troisième grand cadre de causes identiques à l'adulte, ça va être les causes neurologiques. Et ce qui fait vomir parmi les causes neurologiques, ce sont toutes les histoires d'HTIC aigu. Et l'HTIC aigu chez le nourrisson, c'est un hématome sous-dural jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, de principe, les intoxications, mais ces deux principes à mettre entre parenthèses. Donc finalement, rien d'incroyable, d'accord, dans les vomissements du nourrisson, les occlusions et les torsions d'annexe pour les causes chirurgicales et des causes digestives, des causes infectieuses et des causes neurologiques. Alors, juste un mot important, eh bien, il faut bien savoir que la sténose du pylore, qui va être une cause de vomissement, ne donnera jamais de vomissement aigu, mais est plutôt une cause de vomissement chronique. Et deuxièmement, la sténose du pylore ne touche que les enfants qui ont moins de 3 mois, à la différence de l'invagination intestinale aiguë qui touche les enfants qui ont entre 2 mois et 2 ans. La sténose du pylore, 3 semaines, 3 mois. L'invagination intestinale aiguë, 2 mois, 2 ans. Donc, on évoquera exceptionnellement la sténose du pylore devant des vomissements d'un tout petit aigu, mais plutôt devant des vomissements chroniques. On passe donc à la question numéro 2. En déduire votre examen clinique à visée étiologique. Eh bien, une fois que l'on a listé nos différentes étiologies, il est relativement simple de savoir ce que l'on va rechercher à notre examen clinique. Tout d'abord, nous allons essayer d'éliminer une cause chirurgicale. Donc, pour éliminer les causes d'occlusion, on va rechercher un syndrome occlusif. Eh bien, le syndrome occlusif, ce sont des vomissements bilieux associés à un arrêt des matières et des gaz avec une absence de bruit hydroaérique. En faveur d'une occlusion sur bride, on recherchera des antécédents de chirurgie viscérale. En faveur d'une invagination intestinale aiguë, on cherchera des arguments en faveur de l'invagination intestinale aiguë, c'est-à-dire des rectorragies, des malaises avec hypotonie et pâleur, ou encore des crises de pleurs paroxystiques. Et puis, eh bien, à la recherche d'une hernie étranglée,
on palpera les orifices herniaires. Pour ensuite éliminer une cause médicale digestive, en faveur d'une gastro-entérite aiguë, on cherchera un syndrome infectieux, un comptage infectieux, une période épidémique. Et puis pour éliminer une allergie aux protéines de lait de vache, eh bien, on cherchera un contexte de sevrage de l'allaitement maternel. Pour pouvoir éliminer une cause infectieuse, on cherchera un syndrome méningé, mais aussi un syndrome infectieux avec de la fièvre. Et enfin, on fera un examen pulmonaire ORL et général complet à la recherche d'un foyer infectieux. Enfin, pour éliminer une cause neurologique, eh bien, principalement l'hypertension intracrânienne secondaire à un hématome sudural, eh bien, on cherchera des facteurs déclenchants, un contexte de maltraitance, une suspicion de maltraitance, un traumatisme, et puis on fera un examen neurologique complet en recherchant de façon plus précise une hypotonie ou des troubles de conscience. Et la chose la plus importante, ça va être de faire une courbe de périmètre crânien, parce que si on a une augmentation brutale de notre périmètre crânien, on évoquera rapidement une hypertension intracrânienne. Et puis enfin, on cherchera une prise de toxiques. Donc finalement, pas grand-chose à apprendre dans le cours vomissement du nourrisson, se souvenir de la liste des étiologies, mais finalement elles sont peu nombreuses et relativement logiques. Une fois qu'on se souvient de la liste des étiologies, on se souvient facilement de l'examen clinique. On passe à la question numéro 3. Donc on nous décrit toute une observation sur Mathilde qui nous présente des vomissements et des selles liquides. Et on nous demande tout d'abord d'évaluer cliniquement l'état d'hydratation de Mathilde. Alors, ça c'est une chose indispensable de savoir évaluer l'état d'hydratation d'un patient. La première chose dont il faut se souvenir et qui est probablement la chose la plus importante pour évaluer l'état d'hydratation d'un patient, c'est que le meilleur critère objectif d'état d'hydratation d'un patient, c'est son poids et c'est de calculer la perte de poids. Et on classera la perte de poids en 3 groupes. Il y a les pertes de poids qui sont inférieures à 5%, il y a les pertes de poids qui sont comprises entre 5 et 10%, et les pertes de poids qui sont supérieures à 10%. Ça, c'est le premier critère objectif pour pouvoir préciser, objectiver l'état d'hydratation de mon patient. Et puis ensuite, d'un point de vue sémiologique, plus finement, on va pouvoir détailler l'état d'hydratation du secteur extracellulaire et du secteur intracellulaire. Les signes cliniques qui vont montrer une déshydratation du secteur intracellulaire, ça va être l'hypotonie des globes oculaires, en sachant que c'est quelque chose que l'on voit mais que effectivement on n'ira jamais tester. Et puis ce sera la soif et enfin la sécheresse des muqueuses. Comment savoir qu'il existe une sécheresse des muqueuses? On met un doigt à l'intérieur de la bouche de l'enfant. Si c'est sec, c'est qu'il existe une déshydratation intracellulaire. Donc, les signes cliniques plus spécifiques de la déshydratation intracellulaire, l'hypotonie des globes oculaires, les muqueuses qui sont sèches et la soif. Pour pouvoir justifier de façon plus précise une déshydratation extracellulaire, il faut se souvenir que dans le secteur extracellulaire, il existe 2 secteurs, le secteur interstitiel et le secteur vasculaire, qui sont donc représentés ici. Le secteur interstitiel, lors d'une déshydratation du secteur interstitiel, il va y avoir comme signe une fontanelle antérieure un peu déprimée, ça c'est le premier signe. Il va y avoir comme signe des cernes périorbitaires, en sachant que c'est un signe qui est peu spécifique et très sensible, puisque parmi vous, de nombreux ont aussi des cernes et ne sont pas déshydratés. Donc on ne posera jamais le diagnostic de déshydratation seulement sur des cernes. Et le troisième signe, c'est la présence d'un pli cutané. Donc pli cutané que l'on recherche au niveau du thorax, en pinçant la peau. Si le pli reste persistant, il y a un pli cutané persistant. C'est un signe qui est présent lors des déshydratations sévères, généralement à plus de 10%. Et puis, on essaye de voir s'il existe une déshydratation du secteur vasculaire. La déshydratation du secteur vasculaire, c'est indispensable de bien l'avoir en tête parce qu'elle est toujours stéréotypée et toujours dans le même sens. Ça revient exactement au même que d'évaluer l'état hémodynamique, c'est-à-dire l'état circulatoire d'un patient. Lorsque vous êtes en déshydratation, vous n'avez pas assez de liquide pour la circulation de votre sang.
La circulation du sang va permettre d'amener l'oxygène des poumons vers les cellules et va permettre de prendre les déchets dans les cellules et les ramener au niveau des organes épurateurs. Premier mécanisme compensateur que va utiliser l'organisme pour compenser ce manque de liquide, eh bien ça va être tout d'abord d'augmenter la fréquence cardiaque. En augmentant la fréquence cardiaque parfois, eh bien, il arrive à pallier à ce trouble hémodynamique. Donc, premier signe qui parfois est le seul présent, la tachycardie. Deuxième mécanisme compensateur de déshydratation intravasculaire, mais aussi de mauvaise circulation hémodynamique, la vasoconstriction des territoires non nobles est associée à la vasodilatation des territoires nobles. Qu'est-ce qu'on appelle les territoires nobles? Ce sont les territoires qui sont indispensables à la survie, donc le cœur ou le poumon. L'organisme, puisqu'il n'y a pas assez de liquide, eh bien, va vasoconstricter l'ensemble des autres territoires non indispensables. Et nous, ce que nous allons voir cliniquement, c'est la vasoconstriction cutanée. Il existe donc 4 signes de vasoconstriction cutanée. 1. La pâleur. Deuxièmement, les marbrures. Troisièmement, les extrémités qui sont froides. Et quatrièmement, le temps de recoloration cutanée, qui en principe est inférieur à 3 secondes et qui va devenir supérieur à 3 secondes. Enfin, troisième élément apparaissant, eh bien, si mes mécanismes compensateurs de fréquence cardiaque augmentée et de vasoconstriction ne suffisent pas, ma tension artérielle va s'effondrer et donc je vais avoir une tension artérielle qui diminue avec des pouls difficiles à palper. Donc, pour évaluer l'état hémodynamique de mon patient, mais qui est exactement la même chose que lorsque j'ai une déshydratation extracellulaire de mon système vasculaire. Le premier signe, qui parfois est le seul, c'est une fréquence cardiaque augmentée, donc la tachycardie. Le deuxième signe, ça va être la vasoconstriction des territoires des territoires cutanés, donc pâleur, marbrure, temps de recoloration cutanée et extrémité qui est froide. Et enfin, une tension artérielle qui va se diminuer. Pour résumer tout ça, le point le plus important, c'est tout de même de bien voir si je suis dans mon poids inférieur à 5%, dans mon poids compris entre 5 et 10%, ou dans mon poids supérieur à 10%. Question numéro 4, en déduire l'état d'hydratation de Mathilde. Eh bien ici, on peut dire que Mathilde n'est pas déshydratée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa perte de poids est inférieure à 5%. Alors, à la fin du dossier, eh bien, vous été donné une courbe de poids. Comment fait-on pour évaluer la perte de poids sur une courbe de poids? On voit ici la courbe de poids. Alors, je vais vous faire un schéma pour bien vous montrer, pour être sûr que les choses ont bien été comprises. Lorsque vous avez une courbe de poids, donc voici la courbe de poids ici, avec, ici, la courbe à moins 2 déviations standard, ici la courbe à plus 2 déviations standard, et ici la courbe sur la moyenne. Ici, nous avions différents points, sur la courbe de poids, le dernier correspondant au poids pour les 10 mois. Or, aujourd'hui, la patiente que nous voyons avait 12 mois. Pour savoir la perte de poids, eh bien, si aujourd'hui son poids était ici et que l'on se base par rapport à son dernier poids ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas de perte de poids. Donc, ce qui est faux, évidemment. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'il n'existe pas de poids très récent, il faut prendre la courbe qui existait et la continuer virtuellement pour voir quel serait le poids théorique que devrait avoir cet enfant ce jour-là. Si vous continuez ici la courbe qui était faite et que vous allez jusqu'à 1 an, vous verrez que le poids théorique que devrait avoir Mathilde est de 10 kg. Or, elle fait 9 kg 700. Donc, pour pouvoir calculer sa perte de poids, eh bien, je fais 1 moins 9,7 divisé par son poids théorique. Donc, 1 moins son poids actuel sur son poids théorique, ce qui me fait 0,03, c'est-à-dire 3%. Ainsi, Mathilde a perdu 3% de son poids. Donc, je sais que pour ce qui est de mon état d'hydratation, eh bien, je me trouve dans cette catégorie de peu ou pas déshydraté. Et d'ailleurs, je n'ai aucun signe clinique de déshydratation intracellulaire,
de déshydratation extracellulaire interstitielle et de déshydratation extracellulaire vasculaire. Donc, l'état d'hydratation de Mathilde, Mathilde n'est pas déshydratée, la perte de poids est inférieure à 5%. Nous passons à la question numéro 5. Quel est votre diagnostic complet? Eh bien ici, le diagnostic complet, c'est gastro-entérite aiguë, probablement virale, probablement à rotavirus, puisque le rotavirus est le virus le plus fréquent, et chose très importante, sans déshydratation. Question numéro 6. Détaillez votre prise en charge diagnostique et thérapeutique. Eh bien, là encore, juste avant de répondre à la question, il faut bien se rappeler que la seule chose qui est importante dans la gastro-entérite aiguë est de savoir l'état d'hydratation du patient. Pourquoi? Le patient perd des selles, et donc du liquide par les selles, a du mal à se réalimenter et de plus vomit. Et donc, la seule urgence de la gastro-entérite aiguë est la déshydratation. Or, on peut mourir d'une déshydratation. On comprend bien donc que le seul traitement de la gastro-entérite aiguë, ça va être la réhydratation. Et donc, la seule question qui va se poser est, y a-t-il possibilité d'une réhydratation par la bouche ou y a-t-il une nécessité d'une réhydratation par les veines? Et donc, s'il y a nécessité de réhydratation par les veines, il faudra donc obligatoirement une hospitalisation. Toujours avant de répondre à la question, eh bien, la prise en charge de la gastro-entérite aiguë est très simple. Soit mon patient fait partie de ceux qui ont moins de 5% de déshydratation. Dans ce cas-là, je peux me permettre de faire une réhydratation per os en ambulatoire. Et donc mon traitement sera une réhydratation grâce à des solutés de réhydratation oraux. Soit mon patient a une déshydratation supérieure à 10%, ma déshydratation est beaucoup trop importante pour faire une réhydratation par la bouche. Donc obligatoirement, je vais l'hospitaliser et je vais lui faire une réhydratation grâce à une perfusion intraveineuse. Et cette réhydratation, elle sera lente et modérée et j'associerai de plus une réhydratation orale. Lorsque mon enfant aura repris une perte de poids inférieure à 5% et arrivera à s'hydrater par la bouche, il pourra sortir de l'hôpital. Dernier cas de figure, eh bien, mon enfant se trouve avec un état d'hydratation compris entre 5 et 10%. Je suis dans une situation intermédiaire et donc j'observe mon enfant aux urgences. Je lui donne du soluté de réhydratation orale pendant quelques heures et je vois ce qui se passe. Soit en lui donnant le soluté de réhydratation orale, mon enfant repasse sous les moins de 5%, et dans ce cas-là, il peut rentrer au domicile avec ce traitement-là. Soit, eh bien, il se met à vomir ou n'arrive pas à boire, et dans ce cas-là, il va obligatoirement évoluer vers une perte d'hydratation de plus de 10%, et je l'hospitaliserai pour lui faire un traitement par une réhydratation intraveineuse. Donc, une fois que cela a été compris, vous savez tout sur la gastro-entérite aiguë. Alors, pour répondre de façon plus précise à la question, détaillez votre prise en charge diagnostique et thérapeutique. Eh bien, la prise en charge diagnostique, c'est pas d'examen complémentaire, puisque, on l'a dit, le traitement, ça va être un traitement à la maison en ambulatoire. Le diagnostic étiologique, on l'a, c'est une gastro-entérite aiguë. Et le traitement, eh bien, ça va être un traitement symptomatique, une réhydratation orale, grâce à du soluté de réhydratation orale. Point très important, il faut savoir comment ça s'utilise. Donc, un sachet que l'on met dans 200 ml d'eau minérale et que l'on propose à volonté. Toutes les autres mesures thérapeutiques n'ont jamais franchement prouvé leur efficacité. On peut arrêter l'alimentation pendant 4 à 6 heures, mais ce n'est pas obligé. On peut faire un régime antidiarrhéique, mais ce n'est pas obligé. On peut donner un antisécrétoire type Tiorfan, mais à nouveau, ce n'est pas obligé. Il y a une contre-indication au ralentisseur de transit. On donne un traitement antipyrétique et surtout, surveillance du patient. Il faut absolument reconsulter s'il y a des diarrhées profuses, des vomissements, une intolérance alimentaire ou une perte de poids importante. Pourquoi? Eh bien, tous ces signes vont faire que mon patient va passer de mon état d'hydratation inférieur à 5% à un état d'hydratation supérieur à 10% et donc nécessitera une hospitalisation pour une perfusion intraveineuse.
Nous passons à la question numéro 7. La présence de sang dans les selles aurait-elle modifié votre prise en charge diagnostique et thérapeutique? Justifiez-le. La réponse était oui. La présence de sang fait suspecter dans ce cas-là une gastro-entérite aiguë bactérienne. La seule chose que cela change, eh bien, c'est qu'il faut donc prescrire une coproculture. En attendant les résultats de la coproculture, eh bien, on ne modifie pas la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire on ne donne pas d'antibiotiques. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas d'antibiotiques? Parce qu'on sait que parmi les bactéries qui vont pouvoir donner une gastro-entérite aiguë, eh bien, il y a l'Escherichia coli, entéro-hémorragique, qui peut donner des CHU, et on sait qu'un des facteurs de risque de CHU, c'est une antibiothérapie contemporaine à la diarrhée. Donc, la gastro-entérite aiguë est quasi exclusivement virale, mais s'il existe des selles dans les sangs, je dois évoquer une bactérie, je fais une coproculture, et en fonction des résultats de la coproculture, je vois si je mets un antibiotique ou pas. Question numéro 8. On vous refait toute une observation. Mathilde revient quelques jours après, mais cette fois son examen clinique a changé. Son poids est de 8,7 kg. Elle a des yeux cernés. Elle a un examen pulmonaire normal. Elle a un examen hémodynamique normal. Par contre, elle a des muqueuses sèches, la présence d'un pli cutané, et on vous demande quel est votre diagnostic. Nous avons toujours affaire donc à une gastro-entérite aiguë, mais cette fois-ci avec une déshydratation sévère, puisqu'il existe une perte de poids supérieure à 10%. Là encore, eh bien, le poids est de 8,7 kg, son point théorique est de 10 kg, donc nous faisons 1 moins 8,7 divisé par 10, et on retrouve 13%. Pardon. Détaillez votre prise en charge diagnostique et thérapeutique. Eh bien, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, on l'a dit, il va falloir hospitaliser la patiente, puisque l'état d'hydratation fait que la déshydratation est sévère, et on met en condition, on pose une voie veineuse et on prend en charge la déshydratation. La prise en charge de la déshydratation, c'est une réhydratation intraveineuse qui doit être lente. Voilà le mot-clé le plus important, c'est une réhydratation intraveineuse qui doit être lente. Et ensuite, c'est juste de la petite cuisine qu'il n'y a probablement pas à apprendre. Chaque hôpital, chaque service fait sa petite cuisine en mettant plus de sel, moins de sel, plus de potassium, peu importe. La seule chose qui est importante à dire, c'est qu'on réhydrate lentement et qu'on adaptera notre réhydratation au ionogramme sanguin. C'est-à-dire que si j'ai un peu trop de sel dans mon ionogramme, j'en mettrai moins. Je regarderai comment est mon potassium pour voir si j'en rajoute ou pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Et puis, en plus de la prise en charge de la déshydratation sévère, eh bien je prends en charge ma gastro-entérite aiguë, donc à nouveau une réhydratation orale par soluté de réhydratation, un traitement symptomatique par du Turfan, un traitement antipyrétique et enfin une surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Une question qui nous a été posée sur Internet était de savoir est-ce que dans ce cas-là, puisque la situation est plus grave, il faut mettre des antibiotiques? Eh bien la réponse est évidente, non, puisque là encore, nous n'évoquons absolument pas une étiologie bactérienne, et même si nous évoquions une étiologie bactérienne, eh bien le fait de mettre des antibiotiques avant les résultats de la coproculture pourrait être un facteur de risque de CHU, donc il ne faut surtout pas le faire. Question numéro 10, essentielle, qui est le dernier point à voir sur les gastro-entérites aiguës. Ensuite, vous saurez tout dessus. Si l'observation avait été identique, mais avec une fréquence cardiaque à 152 par minute, votre prise en charge aurait-elle été identique? Expliquez. Le fait que la fréquence cardiaque soit supérieure à 152 par minute montre qu'il existe une tachycardie, et donc j'ai affaire à une déshydratation sévère, intracellulaire et extracellulaire avec perte de poids supérieure à 10%. Mais en plus de ça, eh bien, j'ai une déshydratation qui a touché mon secteur vasculaire, donc une atteinte de mon secteur vasculaire. Mon patient est en choc, hypovolémique. Le fait que la tachycardie soit présente veut dire que mon secteur vasculaire est déshydraté. Je suis déjà en choc hypovolémique. Dès l'apparition du moindre signe de déshydratation de mon secteur vasculaire, je suis en choc hypovolémique. La tachycardie pose ce diagnostic, donc l'urgence est de prendre en charge le choc. Ainsi,
Avant de m'occuper de réhydrater mon patient, eh bien, je vais d'abord le remplir. Donc, première étape, j'hospitalise en urgence, je mets en condition, je pose une voie veineuse de gros calibre et je le remplis avec du sérum physiologique. Et jusqu'à quelle quantité? Eh bien, jusqu'à normalisation de ma fréquence cardiaque. Une fois que ma fréquence cardiaque est normalisée, mon patient n'est plus en choc hypovolémique. Par contre, il est toujours déshydraté. Et donc, je reprends ensuite ma réhydratation lente intraveineuse. Ce point est extrêmement important. On avait dit que la déshydratation extracellulaire pouvait être interstitielle ou vasculaire. Lorsqu'elle touche le secteur vasculaire, eh bien, je suis dans un état hémodynamique instable. Dans ce contexte de déshydratation, eh bien, je pose tout de suite le diagnostic de choc hypovolémique. On l'a dit, l'atteinte du secteur vasculaire se manifeste d'abord par une fréquence cardiaque augmentée, puis par des signes de vasoconstriction cutanée, mais parfois seule la tachycardie peut être présente. La présence de la tachycardie me fait dire qu'il existe un choc hypovolémique. Mon patient risque de mourir d'un instant à l'autre. Mon objectif n'est plus de le réhydrater, mais d'amener beaucoup de liquide pour pouvoir désamorcer cette situation à risque vital. Donc, je le remplis, et non plus je le réhydrate, je le remplis avec du sérum physiologique, et je m'arrête une fois que je ne suis plus en choc hypovolémique, c'est-à-dire une fois que ma fréquence cardiaque s'est normalisée. Et ensuite, je peux reprendre mon traitement symptomatique par une réhydratation intraveineuse. Donc, si on doit résumer finalement ce dossier sur la gastro-entérite aiguë, bien se souvenir que le seul enjeu dans la gastro-entérite aiguë, c'est l'état d'hydratation du patient. Tout le reste n'est que anecdotique. Soit mon patient a un état d'hydratation inférieur à 5%, hydratation par la bouche à la maison, soit son état d'hydratation est supérieur à 10%. Je me pose la question de l'existence ou non d'un choc hypovolémique. Si ce choc hypovolémique existe, je le remplis et quand la fréquence cardiaque est normale, je le réhydrate. Soit il n'y a pas de choc hypovolémique et donc j'ai juste une déshydratation sévère et dans ce cas-là, je le réhydrate lentement par les veines.